c'est normal pour le décourager l'entreprise parce que vous connaissez très bien, et plus que moi, et même plus que moi, que les impôts et les taxes constituent une charge pour l'entreprise. Donc, si c'est élevé, donc ça va réduire considérablement la marge bénéficiaire de l'entreprise. Et ça décourage l'entrepreneur ou encore l'investisseur à investir beaucoup plus ou encore à, en fait, à créer ou encore encourager à créer dans l'entreprise. C'est bon. Et puis, je dis à nous pas regarder qu'on y a fonction d'investissement. Donc, c'est parce que là, en fait, nous venons parler de déterminant, mais on va parler de fonction d'investissement. Donc, d'abord, quand il faut nous connaître, c'est que on n'est pas capable de fonction d'investissement sans qu'on parle de déterminant, parce que dans fonction, on a déterminant mathématiquement. Quand on dit X est fonction de Y, ça veut dire, donc X est fonction de Y, c'est que le X explique Y. C'est ce que ça veut dire. La fonction, c'est que quand on dit fonction, là, nous avons un rapport nous un rapport, ça veut dire une corrélation qui existe entre des valeurs. Exemple, si nous tournons là, mathématiquement, et je vais vous montrer ça, c'est toujours mathématiques là, nous ne pas comprendre. Mathématiquement, peut-être c'est normal que nous comprenions l'université, nous parler de des fonctions économiques, donc aux fonctions d'épargne, fonctions de consommation, fonctions d'investissement, tout ça. Donc, on va comprendre que mathématiques sont à faire, c'est la même chose, ça seule chose de changer de variable, changer de nom. Mais X, Y, là, il ne remplace pas consommation, épargne ou bien revenu. Par exemple, si en mathématiques, on dit que X est fonction de Y, par exemple, on t'a dit que f de X, ça c'est trop petit, je prends ça. On t'a dit f de X, f de X, f de X égale à, on t'a dit 2. C'est ça? Égale à 2. Si f de X égale à 2, c'est que il traduit clair que la fonction, si on a dit la fonction f, c'est investissement. Et puis, on t'a dit que, bon, la variable X, c'est profit. Qui sont qu'on est ça traduit? Il traduit clair que lorsque le profit en qualité augmenté de 1, investissement a augmenté de 2. Ça le traduit. Donc, ça veut dire, il traduit clair que l'investissement et le profit ont une corrélation qui est positive. Donc, toute augmentation du profit de 1 va faire augmenter le niveau d'investissement dans l'économie de 2. Même toujours faire une mathématique, ne va pas. C'est bon? Ou bien si ça arrive, on gagne Y, X égale à 2Y. Ça veut dire X est fonction de Y. Donc, toute augmentation de X de 1 la fait augmenter, de Y de 1 la fait augmenter X de 2. Donc, ça, c'est des fonctions. Vous avez une fonction. Fonction, c'est corrélation qui existait entre deux ou trois variables. Il n'y a pas deux ou avec un ou plusieurs variables de préférence. C'est bon. Donc, on a le signe traduit que la corrélation est positive. Donc, si c'était X égale 3Y, par exemple, égale à moins 2Y, il traduit clair que la corrélation est négative ou encore inversement proportionnelle, qui traduit toute augmentation de X de 1 la fait baisser X de moins 2. De 2. OK? Maintenant, si ça arrive que une fonction qu'on y a là, on t'a dit, on a une fonction X, Y, ça veut dire, je me donne de l'autre, qui est égal à 2x moins 2y. Le cas du que la fonction de x dépend de la fonction f, f, fonction de x et fonction de y. Donc là,
sur le plan économique, la corrélation entre X et la fonction est positive parce que le signe ici, c'est plus. Le moins ici traduit que la corrélation entre F et Y est inversement proportionnelle, encore négative. C'est-à-dire, toute augmentation de Y a fait quoi? Fait baisser la fonction F. C'est bon. Mais nous toujours faire, mais qu'on va comprendre. Donc, on appelle ça corrélation. Donc, économiquement, donc F, c'est le phénomène, ce qu'on appelle la variable à expliquer. X et Y considérés comme les variables explicatives. Ou encore les variables causales, ou encore qu'on appelle les variables exogènes. That's good. C'est bon? Est-ce que c'est correct? C'est bon? On ne dit bon, on ne va pas dire c'est bon. Regardez, vous attendez, monsieur. Vous attendez? Nous attendons, professeur. Nous attendons. Demandez est-ce que c'est correct pour dire ça. Ok, super. Maintenant qu'on a la fonction, pour comprendre, la fonction d'investissement. Depuis une fonction d'investissement, automatiquement, le phénomène, c'est l'investissement. Donc, dans la fonction d'investissement, on va regarder quelle variable explique principalement l'investissement. Donc, la fonction d'investissement, ouais, est une équation ou encore un modèle qui représente comment l'investissement varie en fonction de certains paramètres économiques, mais principalement quoi? Le taux d'intérêt. En Ouganda. Donc, dans cette fonction, ben, n'oublie pas, je dit ça déjà, il me passe pour ça de fin. Ah, nous, qu'on a pour ça de fin. Non, nous, qu'on a pour ça de fin. En fait, euh, économiquement, c'est que dans une fonction, notamment une fonction économique, il est composé de deux éléments, je te dit ça, les gains des variables, les gains des paramètres. Pas vrai? Nous avons dit ça dans la fonction consommation. Nous te dit que, qu'est-ce qui a appelé nous, qui différence qu'a fait en variable et non paramètre? Qui différence qu'a fait entre un variable et un paramètre? Allez, quelle différence peut-on faire entre une variable et un paramètre? Allez, Kembe. Allez, Kembe. Kembe, on a let's go. Kembe, let's go, Kembe, let's go. Allez, Kembe. Kembe pas trop en forme. Hein? Ok. Oui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon pote, ça va? Très bien, avec Jésus. Bon, et différence nous capable de faire entre variable et paramètre. Variable, paramètre là, c'est l'élément nous chercher pour que nous capables de comprendre. Variable là, c'est lui-même que nous capables d'utiliser pour comprendre paramètre là. Exemple, nous te prenons fonction consommation. Nous capable de dire, nous te considéré consommation et revenu disponible comme des paramètres et variable là, nous te parlé de consommation autonome et propension marginale. Parce que c'est élément ça qui aide nous pour que nous capables de comprendre paramètres là qui c'est consommation globale. Ok. Est-ce que vous sentez quelque part tout est correct dans ce dire? Sous font une réflexion par rapport à ça que tu dit déjà.
Non, bah, aussi bon, non, bah, on l'autre monde parler, si bon bagay qu'on parle. Variable, nous sommes capables de considérer variables là comme des éléments Hein? connus, comme des éléments connus. Paramètres là, c'est des éléments inconnus. Ou mélanger, ou tourner, ou mettre une place là. Oh, ok, ok. Ou presque correct, mais ça, là, ou mettre une place là. C'est que ces variables-là qui sont inconnues, ces paramètres-là qui sont connus, sont valeurs constantes. Oui, oui, valeur constante. Ok, ok, d'accord. Donc, on va Ok, ici, d'accord. avant même d'y aller, pour faire la différence ici, ouais, vous voyez. Donc, dans cette fonction qu'on appelle la fonction f, ici, c'est que toutes les valeurs constantes dans cette équation, dans ce modèle, donc, sont des paramètres. Paramètres là, c'est toute valeur chiffrée. Par exemple, nous avons 2, moins 2. Ça, on appelle ça paramètres. Et les variables sont des inconnus. Et X, Y, nous bien F. Sont tous des inconnus. Bah ouais? Donc, de ce fait, c'est que dans la variable, nous avons dit deux catégories de variables. Bah ouais? Toutes sont deux catégories de variables. Nous avons dit des variables endogènes, Endogène, exogène? exogènes. Bravo, variables exogènes. Et variables endogènes, c'est qui ça? C'est le phénomène. Ça veut dire que ça n'a cherché à comprendre. Kembe ferme micro là. Ça n'a cherché à comprendre. C'est le phénomène. C'est ce qu'on appelle, c'est la variable à expliquer. C'est ce qu'on entend de commencer. C'est ce qu'on veut comprendre. On veut comprendre quelle variable. C'est F. On veut comprendre. Qui ça qui explique F? C'est les variables exo. Les variables exo, ce sont les variables explicatives ou encore c'est les variables causales. D'accord? Si tu as des variables, ouais, c'est X et puis Y. C'est ça qui explique F. C'est Y qui explique F. OK? Ça veut dire toute variation de X et Y la fait varier F. Donc, de ce fait, F, c'est le phénomène, c'est la variable endogène. Et puis, X et Y considèrent comme les variables exogènes qu'on appelle les variables causales ou encore les variables et explicatives de préférence. Est-ce que c'est correct? Donc, Kounia, on va aller faire ça, Kounia, nous parlons de la fonction d'investissement pour nous comprendre. Contrôle N, parce que nous allons revenir sur là pour nous comprendre. Et parce que nous allons faire économétrie, il faut nous comprendre ça très bien pour ne pas en l'air de quoi faire. OK, on a dit. Je dis que la fonction d'investissement est une équation ou un modèle. Nous avons un modèle, une fonction, automatiquement, il y a une variable, il y a un paramètre. Et ça me dit deux éléments constituent un modèle. C'est variable, paramètre. Toute variable, c'est inconnu. Tout paramètre, c'est valeur constante qui est dans le modèle. Encore, c'est valeur chiffrée dans le modèle. OK? Quand il y a tout inconnu, ça a les variables, il y a deux catégories. Il y a une qui c'est une variable endogène, ça c'est le phénomène, c'est ce qu'on veut comprendre, c'est ce qu'on appelle la variable à expliquer. Et puis, toute l'autre ratio est capable X, il est capable d'une infinité de variables, il y aurait l'aile de préférence variée, il y aurait les variables exogènes, ou encore on capable dire variable explicative, ou capable dire variable causale. C'est la même chose. OK? Ouais? Qui représente comment l'investissement. Donc, si comment l'investissement varie, ça veut dire c'est l'investissement qui est le phénomène. En fonction de quoi? De certains paramètres économiques, principalement le taux d'intérêt. De ce fait, ici, donc, si ça arrive que l'investissement varie varie, automatiquement, l'impact sera sur l'investissement. Donc, on distingue généralement. D'abord, il y a l'investissement autonome.
ou encore ça et c'est un investissement lui-même qui pas dépendre de aucun autre variable. Notamment, il ne va dépendre ni revenu, ni taux d'intérêt. Ça veut dire, quelle que soit valeur, l'autre variable prend, quel que soit nul, là, toujours un niveau d'investissement autonome. Ça veut dire, bon niveau d'investissement qu'a fait dans l'économie, pas besoin de l'autre paramètre là, vous faites. C'est jamais théorique que dans le cas de consommation. Donc, pas besoin d'investissement pour mon niveau de consommation. Et ça, un investissement autonome. Donc, quelle que soit la situation, ça reste constant. Et lui-même, il prend une valeur constante lui-même, donc il est considéré comme une part. L'investissement induit qui dépend du niveau d'activité économique. Ça veut dire que c'est son niveau d'investissement, les mêmes qui dépendent principalement du revenu. Ça veut dire que si le revenu des individus augmente, ça va affecter considérablement l'investissement. Pourquoi? Parce qu'au sein de l'économie, il y a un niveau d'investissement qui dépend uniquement de l'épargne. Ça veut dire qu'il y a un niveau d'investissement qui va convertir en épargne sans passer par ce qu'on appelle les prêts, etc. Je vais si l'individu a un niveau de revenu, là, bon, le niveau de revenu avec le niveau de revenu, là, il faut investissement. Mais si ça arrive au revenu pas suffisant pour permettre qu'il fasse investissement, il va le faire prêt. Et c'est ça qui fait que l'autre partie d'un investissement qui dépend du taux d'intérêt. OK? C'est ce qu'on appelle l'investissement sensible au taux d'intérêt. I. Dans ce cas, l'investissement diminue généralement quand les taux d'intérêt augmentent. OK? On continue. Maintenant, dans ce cas ici, si on prend l'investissement qui est fonction du revenu disponible, de ce fait, la fonction d'investissement avec sensibilité au revenu, ça veut dire un niveau d'investissement qui dépend du niveau de revenu des agents économiques. Donc, de ce fait, ici, le grand I qui est l'investissement est égal à I0. I0, n'oubliez pas, c'est l'investissement autonome, plus BYI. Donc, B, c'est ce qu'on appelle, c'est le coefficient du revenu, c'est ce qu'on appelle la propension marginale à investir. Ça veut dire, si le revenu augmente de 1, quelle quantité au niveau de revenu qui va convertir en investissement. Et Y symbolise, c'est le niveau, du revenu ou encore de la production, c'est comme le PIB. Parce que comme on est dans l'économie globale, donc l'investissement ici symbolise le PIB ou encore la production nationale. Donc, si vous regardez, par exemple, cette fonction, c'est que quelle corrélation existe entre le revenu et l'investissement ici? Quelle corrélation existe entre le revenu et puis l'investissement? Si PIB a augmenté, qui ça va passer l'investissement d'après fonction? Ça va passer. Investissement a augmenté, mais Investissement a augmenté. Pour qui ça? Parce que plus revenu, c'est plus montant qui est disponible, c'est plus disponibilité de fonds. Donc, s'il y a plus de disponibilité de fonds, il y a plus de possibilités pour gagner investissement. Et n'oubliez pas, ce qu'on dit, bien sûr, c'est l'investissement qui va convertir en épargne. C'est l'épargne qui va convertir en investissement. Donc, de ce fait, si l'investissement, si le revenu est élevé, donc l'investissement peut être élevé chez Tevis Paribus. Mais cependant, si on regarde la fonction d'investissement par rapport au taux d'intérêt, donc l'investissement par rapport au taux d'intérêt, de ce fait, la corrélation n'est pas la même. Donc, de ce fait, ici, le I, qui est l'investissement, toujours égal au investissement autonome, moins AI. Donc, le A ici, c'est ce qu'on appelle la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt. Et puis, le I, c'est le taux d'intérêt. Donc, là, le signe est moins. OK? Le signe est moins. Pourquoi? Parce que quand le taux d'intérêt augmente, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça va faire baisser le niveau d'investissement. Comment? Donc, lorsque le taux d'intérêt augmente auprès des banques, donc ça décourage les entreprises à emprunter beaucoup plus. Dans ce cas, le niveau d'investissement des entreprises va diminuer. Donc, si le niveau d'investissement des entreprises va diminuer, automatiquement, ça va affecter leur capacité de production.
et d'où la production de l'entreprise va baisser. Et si la production de l'entreprise baisse, automatiquement, ça va déboucher sur une baisse de la production nationale. Et s'il y aura une baisse de la production nationale, ça va affecter au final, c'est ce qu'on appelle ça va produire un taux d'inflation très faible. C'est ça, oui. Et sur le plan économique, nous parlons ça dans le théorie monétaire, et nous parler ça, c'est en politique restrictive. Et qu'on a estimé à fusionner deux fonctions ça ensemble faire au foncier. On regarde, ouais, on dit si les taux augmentent, les investissements, les entreprises investissent moins car le coût de financement est plus élevé. OK. Donc, dans ce cas, ce que vous devez savoir, l'investissement et le revenu, le corrélation qui est positive, ça veut dire que toute augmentation du revenu va faire augmenter le niveau d'investissement dans une économie, mais toute augmentation du taux d'intérêt va faire baisser le niveau d'investissement. L'inverse est aussi vrai. Ça veut dire toute baisse du revenu a fait baisser le niveau d'investissement, mais toute baisse du taux d'intérêt va faire augmenter le niveau d'investissement parce que si le taux d'intérêt est faible, ça va encourager les entreprises à investir, à emprunter beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le coût de financement va baisser. Est-ce que c'est correct? On regarde. On a dit qu'on a fusionné deux. On vient là. OK? On vient là, on vient retourner là. On a dit que, regardez ici, investissement est fonction de Y. C'est bon? Ça veut dire c'est que l'investissement est fonction de Y, qui est l'investissement, qui est le taux d'intérêt. On dit que dans la fonction d'investissement, il y a un niveau d'investissement qui ne dépend pas d'aucune variable qu'on appelle I0. C'est ce qu'on appelle investissement autonome. Gens qui aiment une consommation autonome. Et puis, il y a ce qu'on appelle le coefficient, la proportion marginale à investir, qu'on appelle B. OK? C'est propension à investir. Ça veut dire, sur chaque 100 gouttes que nous entrons, combien qu'on décide d'investir là-dedans. Et puis, nous avons Y qui est considéré comme quoi? Comme revenu national. Parce qu'on est dans une économie globale, revenu national. OK. Maintenant, pour écrire la fonction, d'abord, il faut connaître quelle corrélation existe entre les deux variables. Il faut dire que si les revenus augmentent, ça va passer. Investissement a fait quoi? A augmenté? A augmenté. L'inverse est aussi vrai. Si le revenu de référence baisse, ça va faire baisser le niveau d'investissement dans une économie. Donc, comme ça, je peux écrire la fonction. On dit que la fonction devient I égale à I0 comme l'investissement autonome. Quelle corrélation? Les deux varient dans le même sens. On dit que la corrélation est quoi? La corrélation est, mes amis, la corrélation est, classe, la corrélation est, parce que nous ne pas parler ou même pas parler. La corrélation est, Pour tirer pour nous chemin. donc nous dit que la corrélation entre, puisque les deux varient dans le même sens, ça veut dire que la corrélation est du type, la corrélation est Positif.
La corrélation est positive parce que les deux varient dans le même sens. Tu vois, toute augmentation du revenu fait augmenter le niveau d'investissement et toute baisse du revenu fait diminuer le niveau d'investissement. Donc, la corrélation est positive. Si la corrélation est positive, dans notre modèle, dans notre fonction d'investissement, le signe sera quel signe? Plus. Positif. Positif. Donc, on met plus. Plus quoi? Plus la propension marginale à investir. Et puis, Y. Voici la fonction. Tu vois? Ça traduit quoi? Il dit que si investissent, ouais, si ça arrive que le niveau du revenu augmente de 1, l'investissement augmentera de B. Et B, c'est quoi? C'est la proportion à investir qui sont variables. Et dans cette fonction, nous avons deux variables qui sont X et Y. Non, et I et Y, qui sont les variables. Et puis, nous avons I0 et B qui sont des paramètres qui se valent constante. Par exemple, si je écrit sur la forme de météo, je vais venir écrire, je vais une fonction I qui est égale à, par exemple, 100, mais 10 plus 2Y. Ouais. Donc, 10 et 2, c'est quoi? C'est paramètres, c'est valeurs constantes. I et Y, c'est des inconnus. Quand il y a la simdado, quand il y a identifié les variables, il faut dire comme ça, I, c'est quoi? C'est variable. Quelle variable? I, c'est quelle variable ici? Endogène. Endogène, bravo. Et puis, Y, c'est qui ça? Quelle variable? Exogène. Exogène. Correct. Et puis, si je identifie les paramètres, on dit 10 et 2, c'est paramètres, monsieur, doit interpréter. Il y a son bagage. Interpréter, on dit ça, donc 10, c'est niveau d'investissement autonome. On dit 2, c'est la propension à investir. Mais si on identifie seulement, on va nous dire 10 et 2, c'est paramètres. Ça, c'est identifié là. Même genre, si on a dû interpréter les variables, on va dire I, c'est variable endogène. On dit I, c'est quoi? C'est le niveau d'investissement global. Et on dit Y, c'est le niveau du revenu. Est-ce que nous avons la différence là entre interpréter et identifier? Pourquoi est-ce que nous avons fait ça dans la fonction de consommation dans l'exercice? Bah ouais, déjà. C'est correct? C'est pas fait dans l'exercice déjà. Est-ce que bon? Est-ce que bon, mes amis? Toujours communiquer avec. Et il m'a dit, est-ce que c'est correct? Il faut me répondre parce que, comme carreau, est-ce que nous? Yeah. Là, moi, juste identifié. Là, je ne vais pas interpréter, juste identifier. Mais si je vais interpréter, je vais dire, I, c'est variable endogène. Si je dois identifier les variables, on va dire qui variable est. Mais si on doit interpréter les variables, on va dire I, c'est le niveau d'investissement global. Y, c'est le niveau du revenu global au national. Et on va dire 10, c'est le niveau d'investissement autonome. 2, c'est la propension à investir. OK. 2 traduit qui ça? 2 dit que si toute augmentation du revenu de 1, on fait augmenter l'investissement de 2. Ça le traduit. Et ça le traduit dans... Quand il y a là, ça c'était revenu. On te fait tout par rapport avec... On dit I est aussi fonction dans l'autre case. OK, on va dans l'autre case. On fait notre tableau. On va faire là. On fait le rouge. S'il dit
I est aussi fonction de quoi? De monsieur I. Qui c'est intérêt, taux d'intérêt. De quelle corrélation? Donc, nous avons déjà toujours des I. Okay. Quelle corrélation nous dit que si monsieur I augmente, qu'on appelle taux d'intérêt, ça va passer investissement, mes amis. Investissement a diminué. L'investissement a diminué. Mais I baissé, l'investissement a fait quoi? A augmenté. A augmenté. Dans ce cas, on avait une fonction d'investissement en fonction de taux d'intérêt. On a toujours gagné I0 parce que toujours gagné au niveau d'investissement qui ne dépend d'aucune variable. Donc, puisque les deux varient dans le sens contraire, la corrélation ici est Négative. négative. Donc, puisque la corrélation est négative, le signe sera moins. C'est bon? On va mettre B ou on va mettre A, c'est toujours la même chose. On va mettre A. On va mettre B pour que on va mettre A, comme on l'a pas, ok, A. Et puis I. OK? Est-ce que vous voyez? Donc, ça traduit clair que si le taux d'intérêt augmente, investissement de 1, investissement diminue de moins 1. Si ça indique que le taux d'intérêt baisse, parce que moins ou après, on fait du baisse. Si le baisse est de 1, c'est moins 1. Mettez moins 1 par moins 1. Là, ben A. Ou elle mathématiquement. Dans ça, guys. Donc, en fait, on t'a dit qu'on avait un seul modèle pour tous les deux. Ni ça, ok, on t'a dit qu'on avait un seul modèle, ni pour ça, avec l'autre là, côté, ça. Là. On avait un seul modèle. Ok, là veut dire qu'on a pris un investissement qui fonctionne de deux variables, qui fonctionne du revenu en même temps et qui fonctionne du taux d'intérêt. On a gagné, on a dit 2, vous comprenez? On a gagné I, cap égal, toujours I0, ok? Ouais, plus BY moins AI. C'est bon? Ça. Donc, je vais dire que si ça arrive qu'on est en présence de fonction d'investissement qui dépendent de revenus et de taux d'intérêt, voilà la situation. Donc, je vais si le gouvernement devrait appliquer une politique pour faire augmenter l'investissement, d'abord, il supposait jouer sur le niveau du revenu minimum pour faire augmenter le niveau du revenu. Mais cependant, la politique devrait faire baisser le taux d'intérêt. Et là, est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas le cas, si c'est deux variables qui expliquent l'investissement, donc il faut jouer sur tous les deux en même temps pour l'investissement carbone. Et dans ce cas, il y aura une augmentation de l'investissement. C'est comme si on t'a dit, on a écrit une autre forme, on met paramètres aux valeurs. Comme les paramètres sont des valeurs constantes, de ce fait, donc on a un modèle là qui comme ça, I égale à 10 plus 2Y et puis moins 0,5 I. On est là? Si la politique vise à augmenter l'investissement et le revenu, donc si on augmente le revenu de 1, automatiquement l'investissement va augmenter de 2.
Mais si la politique vise à baisser le taux d'intérêt de -1, ça va faire augmenter l'investissement de 0,5. On a dit si, parce que là, c'est bon, macro, on a fait là, c'est politique économique, on a fait là. Wilvens, ma pointe à l'œil, on a dit que la politique du gouvernement se fait augmenter l'investissement et le revenu de 1, global de 1. Et en même temps, fait baisser le taux d'intérêt de -1. Donc, on dit baisser de 1, ça veut dire de -1. Et nous allons regarder l'investissement, ça va passer au côté de l'investissement. Donc, on a vu I cap égal, c'est 10, plus 2 facteurs de 1, moins 0,5 facteur de -1. Donc, de ce fait, I a bien égal comme investissement au sein de l'économie 10 plus 2, ok? Moins pas moins, plus, Kabimbaye plus 0,5. Aussi simple que ça. So, ouais, puisque revenu en augmenté de 1, donc, ça veut dire investissement va augmenter de 2. Puisque taux d'intérêt a diminué de -1, donc investissement va augmenter de plus 0,5. Donc, au total, l'investissement global au sein de l'économie, dépendant de ces deux variables, a égal à 12,25. Est-ce que vous comprenez? Mais si la politique est inverse, donc le gouvernement dans ses lunettes, c'est de faire baisser le niveau d'investissement. Donc, il va le sur l'autre façon. On va faire baisser le niveau du revenu, mais on va le faire augmenter le taux d'intérêt. Est-ce que c'est correct? Mes amis, est-ce que c'est correct? Wilvens, monte en l'air, dis-moi ce qui passe. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, mon pote. Ça va? Oui, ça va, mon bon. Oui, c'est notre analyse, moi, t'as pour nous fait entre investissement et taux d'intérêt, et ensuite entre revenu, investissement et épargne. Tout à l'heure, on se dit comme ça, à mettre fraqué, revenu en tant capable d'augmenter autant que investissement capable. Voilà, donc, il ne va pas de reste. Nous te disons que revenu augmenter, investissement lui-même l'a augmenté aussi. Autant de... Mais qu'on y a, est-ce que si toutefois que le revenu a augmenté, est-ce que moi pas choisir, bon, si le revenu m'augmenter de 10%, c'est que investissement soit capable d'augmenter de 10% aussi ou bien de 8% quelconque. Mais est-ce que tout le monde pas dire, bon, ok, revenu ça, moins gain qui augmente, moins pas augmenter investissement, moins au lieu d'augmenter investissement, moins à augmenter épargne, moins avec. Est-ce que ça va faire? Ouais, c'est capable, parce que pas oublier que, maintenant ça y est, le rapport, c'est que pour que l'investissement augmente, il passe d'abord par épargne. Parce que pas oublier, revenu, c'est deux bagailles qui fait dans l'économie. C'est consommer, c'est épargner. Donc, c'est épargne là pour le convertir en investissement. Mais maintenant, ça arrive que dans le niveau épargne là, ce n'est pas tout épargne là qui allait vers l'investissement.
Est-ce que vous comprenez? Qu'on est là pour que Moi, l'épargne là, la liste totalement vers l'investissement, là, ça, on parle d'une situation d'équilibre. Là, ça, on parle de revenu ok. d'équilibre. Mais ça peut arriver que le niveau d'investissement dans l'économie, c'est 100, mais l'épargne, c'est 150. Donc, de ce fait, ce n'est pas toute épargne là qui investit, qu'on partit dans l'épargne là qui pas investi. Est-ce que tu comprends? Mais Oui, considérable. Donc, chez Terris Paribus, toute augmentation du revenu la fait augmenter le niveau d'épargne, parce que niveau d'investissement. Pourquoi? Parce que avec niveau investissement, donc l'épargne fait augmenter l'épargne, il y a plus de disponibilité de fonds, et plus de disponibilité de fonds à permettre que ait tendance pour que ait plus d'investissement qui fait. Accès, etc. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi, là, quoi. Et l'inverse est aussi vrai. Si le revenu diminue, automatiquement, l'épargne la vie faible. Si l'épargne la vie faible, donc il y a bien moins l'argent disponible pour aller vers l'investissement. Que c'est bon. Oui, ok. Qu'on y a pour finir, professeur. N'a pas aller entre taux d'intérêt et investissement. Nous dit que taux d'intérêt a augmenté, laisse investissement lui-même la diminué, pas vrai? Ouais. Mais qu'on y a tout, qui politique économique nous capable d'établir à mettre que taux d'intérêt a augmenté, soit pour investissement ta capable de rester constant. Il y a plusieurs politiques parce que, pas oublier, nous avons expliqué dans le cadre de. Et quoi là, c'est que c'est pas une seule variable qui explique un phénomène. Et on se trouve dans le cadre de fonction salaire, donc il y a une autre fonction que les revenus disponibles. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si bien l'autre variable qui explique le phénomène là, ça peut arriver que oui, le taux d'investissement augmente, mais cependant, il y a l'autre variable que l'État a joué sur lui qui rend que l'investissement était constant. Par exemple, si on prend la fiscalité qu'on appelle les impôts et les taxes, ça peut arriver que le taux d'intérêt augmente l'économie et puis l'État a décidé donc offrir des avantages fiscaux aux entreprises pour mettre les entreprises au même niveau d'investissement, pour qu'ils aient même accès avec une quantité de fonds, pour qu'ils continuent à faire le même investissement. Donc, quand il y a ça, au lieu de vous prêter, les salles qui ont décidé qu'on a utilisé, par exemple, subvention que l'État balia pour le faire pour le produit. Là, c'est une autre décision. Est-ce que tu comprends? Correct. Donc là, c'est l'économie, c'est comme ça fonctionner. Ce n'est pas une seule variable qui explique un phénomène. Et c'est ça qui fait qu'il y a toujours chez Terris Paribus. Si et seulement si les autres variables restent constantes. Donc, si ça arrive que le variable reste constante, il bouge, ça peut toujours arriver que qu'on baisse du taux d'intérêt, mais pourtant pas un investissement qui augmente, vrai. Ou bien ça peut toujours arriver que qu'on augmentation du taux d'intérêt, mais elles ne sont pas baissées, vrai, parce qu'il y a d'autres variables qui encouragent l'investissement parallèlement. Est-ce que c'est correct? Oui, n'a pas avancé. Ok, super. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et là, on a bien parlé? Et mes amis, c'est bon? Mes économistes. Ok, on continue. Là, c'était pour expliquer ça. Mais j'espère que nous faisons un screenshot. Si tu voulais écrire et si vous ne voulez pas écrire, donc, comme nous avons bien pour nous étendre encore, nous avons noté. Et tout ça que nous pas bien saisi, alors retendre quoi pour nous saisir. OK? Les gens qui viennent en retard, surtout, etc. Donc, pas dire c'est charabia qui écrit, mais on a une possibilité pour retarder encore. Et c'est une garantie que nous gagnons, puis l'étudiant va gagner. Est-ce que c'est bon? On continue. Donc, de ce fait, c'est que variable, ça c'est que ont expliqué l'investissement. Et même, j'entends, comme vient de le dire à Will Vance, il faut quand même ajouter variable à fiscalité à là. Donc, fiscalité à c'est impôt. Donc, on a ajouter variable là, si on ne pas ajouter le troisième variable dans le modèle, mais en fonction. Donc, comme moi t'ai dit, je vais expliquer déterminant, c'est que la variable impôt et puis investissement me dit, qui corrélation nous rappelle, me dit, taux d'imposition ou encore impôt avec investissement, qui corrélation?
Qui corrélation de dire gain, Jean-Sly? Impôt avec investissement. À songer, non? Oh, mais ok, faites tout travail. D'après vous, si l'État a augmenté l'impôt que vous avez payé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez investi plus ou de la investi moins? Moins? Ah ben c'est ça. Et ça pour faire dans tes toiles, pour une corrélation que vous gagnez. Donc, vous savez, si c'est. Négatif? Donc, la corrélation est négative. Ça veut dire toute augmentation des taxes et des impôts l'a découragé en tout cas pour continuer à investir. Parce que impôt, c'est qui ça les pour entreprise là? C'est on charge Charge? que, absolument. Donc, s'ils sont charge, donc toute charge décourager l'entreprise qu'on investir parce qu'elle a diminué son marge bénéfice. Bénéfice, c'est aussi simple que ça. Ils sont besoin de comprendre sont besoin de connaître pour quelle est la corrélation positive ou négative. On va prendre par cœur, vous dire, mettre la forme que tu connais, investissement, ton intérêt, corrélation. Non. Donc, aller dans la réalité pour dire, si mon entreprise voulait investir, je dois supposer prêter l'argent à la banque. Si ton intérêt est élevé, est-ce que m'a prêté plus d'argent pour m'investir? M'a prêté moins l'argent. Il y a une corrélation. Est-ce que c'est correct? C'est bon? Oui, j'en suis. Involontaire, professeur. Et quoi? Involontairement levé, mais, hein. Ah, ok, volontaire, c'est bon. On continue, mes amis. Et là, c'est ça, la fonction d'investissement. OK, ici, si vous regardez l'impact du taux d'intérêt sur l'investissement, donc nous tout dit mais nous qu'à regarder l'ensemble. Et toute augmentation du taux d'intérêt réel accroît le coût du capital. Ça veut dire c'est que le coût de l'empruntement est plus cher parce que je devrais payer plus sur mes 100 dollars empruntés. Donc, si m'a prêté 100 dollars, il dit c'est 15%, je vais payer 15 dollars sur chaque 100 dollars. Et dans ce cas, ça réduit le niveau du profit parce que j'en dis, le coût qu'on appelle le taux d'intérêt que je devrais payer, c'est une charge pour l'entreprise. Nous sommes les comptabilités, bah ouais. L'intérêt, c'est quoi? C'est une charge pour l'entreprise. On appelle intérêt à payer son passif. Dans ce cas, ce qui décourage l'accumulation du capital, ça va décourager l'entreprise à emprunter beaucoup plus. Et dans ce cas, la diminuer sous question niveau investissement et vice-versa. À l'inverse, toute baisse du taux d'intérêt réel réduit le coût du capital. Donc, par exemple, si le taux d'intérêt était de 15%, ça passe à 10%. Donc, au lieu que me payer 15 dollars, que me demandé pour me payer avant, je paye 10 dollars. Donc, ce fait, en termes de coût, ça a baissé et ça a fait augmenter le niveau de profit. Donc, 5 dollars, ça me tape payé en plus là, pour augmenter son niveau de profit et ça va stimuler, investir beaucoup plus. De ce fait, il existe une corrélation négative entre l'investissement et également le taux d'intérêt réel. Donc, on dit tout ça déjà. C'est correct. Ah ouais? Est-ce que je peux avancer? C'est correct pour tout le monde. Thank you. On continue. Donc, ici, là, on représente graphiquement là, cette fonction qu'on appelle la fonction d'investissement, qui est fonction du niveau du taux qui est fonction du taux d'intérêt. Regardez, qui a lu la coupe de la game? Quelle est l'allure de la coupe? Hein? Qui pente nous gagne? Sont pente descendante ou bien pente ascendante? Hein, mes amis? Quelle est l'allure de la courbe? Nan premye graf professeur, nou kon pente descendante. Donc, on pente descendante. Donc, l'allure, ils vont allure négative. Yo négatif. Donc, depuis que allure la négative, on pente la ligne, sont pente descendante, automatiquement, la corrélation est négative. Regardez ici. On a dit qu'on augmente l'investissement, t'as un niveau ça, 2.
si le 2 ou après le niveau d'investissement a tombé là, par exemple, on a dit ça à 8. Et puis, on a un système financier, le taux d'intérêt a passé de 2 à 4. Donc, comme je dit tout à l'heure, par contre, je me dis 2. Alors, puis, tu as venu là. Si le vient là, automatiquement, le niveau d'investissement a baissé. La vient là. Tu vois? Donc, c'est ça qui fait que la pente est descendante. Je ne te dis la corrélation est négative. Et si vous regardez les deux flèches, c'est que les deux ne varient pas dans le même sens. Ici, baisse du intérêt provoque une augmentation de l'investissement. Ouais. Quand le taux d'intérêt baisse, l'investissement augmente. Et ceci, même là encore, ouais. Nous avons un taux d'intérêt de R1 qui était provoqué au niveau de l'investissement I1. Et quand vous baissez le taux d'intérêt, par exemple, à R2, ça fait augmenter le niveau d'investissement à I2 et ainsi de suite. Donc, d'où la représentation graphique de la fonction d'investissement. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mes amis. On continue. Maintenant, la notion de capitalisation et actualisation. Ça, c'est le débat que nous faisons déjà, mais je fais un rappel parce que l'on quoi. Actualiser, c'est quoi? Qui leur fait capitalisation? Bon, mais même c'est le devant nous, qui le bail de capitalisation? Qui différence qu'on fait entre capitalisation et actualisation? Oui, professeur. OK, lorsqu'on parle d'actualisation et capitalisation, on peut vous dire que la capitalisation, c'est aller dans les temps. Lorsqu'on a dit la capitalisation, c'est aller dans les temps. Par exemple, si nous avons par exemple, dans N, ça veut dire que si nous avons actualiser fonction, ça fait que nous sommes capables de dire sortir de 0 sortir de 0 à N. C'est une forme de capital. N dans les d'actualisation. Donc, toutefois que moi, par exemple, nous avons dit, bon, moi, j'ai 50 000 gouttes, par exemple. Nous disons bien, même tu as besoin qu'on ait, plus capital final là, c'est 50 000 gouttes exact que lié. Pour moi, combien comme moi, j'ai qui bon 5 000 gouttes ça, moi, de actualiser 50 000 gouttes moins. Quand il y a l'homme fin actualisé, quand il y a m'a dit, ok, je j'ai 40 000 gouttes, 10 000 gouttes d'intérêt, ça vient bon 50 000 gouttes et au temps final, en B, ça c'est une actualisation. Mais si nous avons 40 000 gouttes, par exemple, on dit qu'on ça moi gagner 50 000 gouttes dans N années, en bien, m'a capitaliser, l'aime capitaliser le moins 50 000 gouttes, m'a dit en bien 40 000 gouttes, ça c'est comme capital débit et 50 000 gouttes là venir en capital final. Good job, brother. Good job. Correct, man. Correct, good job. Vraiment apprécié ça. Et on prend ça, on bien expliqué, et notamment, on prend exemple. Et c'est surtout un exemple là, on prend que. Excellent. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est que la notion de capitalisation et actualisation, c'est deux concepts qui sont un peu différents. Donc, la différenciation résulte dans le temps. Donc, capitaliser, comme a si bien dit Will Vance, c'est de ramener un montant autant T0 à autant T-1 et autant T plus 1 ou encore plus 2. Exemple, j'ai un montant de 100 000 gouttes aujourd'hui. Donc, si je capitalise, je dis qui quantité comme la banque en 2000, par exemple, en 2026.
Là, on fait la capitalisation. Donc, pourquoi on parle de capitalisation? La capitalisation, c'est pour qu'on ait, par exemple, si je décide d'investir en montant aujourd'hui, quelle quantité que la apporter dans le futur. Ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, la capitalisation nous permet de projeter un montant autant T plus 2 plus 3 plus X. Encore autant N. Ça, c'est la capitalisation. Par exemple, je vais investir 100 millions de gouttes dans une compagnie. OK? En termes de rendement, le rendement probable, on m'a dit que le rendement, c'est 8% l'an. Donc, de ce fait, si ça arrivait comme ça, m'a ramené dans 10 ans, donc ma font capitalisation pour moi dans 10 ans comme que m'a gagné. Donc là, c'est capitalisation de l'investissement. Mais Kounia, c'est que si je t'ai dit dans 10 ans, je voulu que je dispose d'une somme de 500 000 euros. Donc, la somme, 500 000 euros. Kounia m'a dit, si vous avez 500 000 euros ça, dans 10 ans, combien comme pour investi aujourd'hui? Là, je fais ça en actualisation. Je vais ramener 500 000 euros 10 ans à aujourd'hui. Donc, bien sûr, par rapport avec un taux de rendement. Là, on est dans l'actualisation. Actualiser, c'est ramener du futur au présent. Et capitalisation, c'est la projection du présent au futur. C'est bon? Là, c'est correct. Wilven, ça a tout dit. Regardez ici. Donc, en économie, de même en finance, c'est que la capitalisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, que ce soit au niveau de la finance personnelle, que ce soit au finance de l'entreprise, que ce soit au niveau de la finance de l'État. Donc, on fait ça toujours. OK, comme l'individu. Donc, la capitalisation consiste à approcher une valeur présente dans le futur, en tenant compte, bien sûr, d'un taux d'intérêt ou encore de rendement. On dit taux d'intérêt, c'est seulement si son placement financier que nous allons faire. Taux de rendement, ça arrive son investissement non entreprise, mais en termes de prévision, on dit que le taux de rendement, c'est 8%, c'est 15%. OK, guys? Donc, maintenant, pour capitaliser un montant, ou une valeur, de ce fait, c'est la valeur finale du produit qui devrait être égale à la valeur actuelle, facteur de 1 plus I exposant N. Le I, ici, c'est le taux de rendement ou encore le taux d'intérêt si c'est un placement financier. Et le N, c'est pour le nombre de périodes que tu souhaites capitaliser votre montant. Que vous souhaitez capitaliser votre montant. Donc, aussi simple que ça, si on vous dit que Jansly, vous avez 100 000 gourdes aujourd'hui, vous souhaitez capitaliser ce montant au taux de rendement de 15%. Quelle sera la valeur finale de votre produit dans 25 ans? Tu vois, là, c'est la capitalisation. On va ramener ce montant du présent au futur. OK? Là, c'est aussi ça. Actualisation. Actualisation c'est le contraire. Donc, c'est de sortir du futur au présent. Donc, on appelle l'actualisation l'opération qui consiste à calculer la valeur actuelle d'une créance, sachant que sa valeur au bout de T années est connue. Ça veut dire, j'en ai par exemple tout à l'heure, pour parler d'actualisation, il faut que le montant que vous souhaitez bien sûr avoir dans 25-30 ans est connu. Par exemple, je vais avoir à la retraite 500 000 $ sur mon compte bancaire. Donc, quand il y a la première 500 000 $ à la retraite, pour regarder qui l'âge de mes médias, et puis, je vais regarder dans l'âge de retraite, combien de temps ça fait. Par exemple, je dis, la retraite, ça fait 25 ans ou 30 ans. Dans ce cas, quel montant que je devrais investir aujourd'hui pour que dans 30
dans 30 ans, que moi accumuler 150 000 dollars, par exemple, 300 000 dollars, par exemple. Là, je vais faire une actualisation. Donc, de ce fait, c'est que là, ici, la valeur actuelle appliquée à la valeur finale a le tout divisé par le 1 plus i exposant n. Donc, ça, c'est la formule pour actualiser un montant que vous souhaitez y avoir de le futur. Donc, I, c'est la valeur finale, V, c'est la valeur présente, c'est la valeur actuelle, et I, c'est le taux d'intérêt ou encore le taux de rendement. Pourquoi on dit le taux d'intérêt? Parce que si c'est une créance, on parle de taux d'intérêt, mais si ça arrive que c'est plutôt un investissement qui a rapport avec quelque chose d'autre, on parle plus de rendement au lieu qu'on parle de taux d'intérêt en quelque sorte. Et N, c'est toujours le nombre de périodes, par exemple, dans 25 ans, dans 30 ans, je vais aller à la retraite, donc je vais me supposer combien comme je me supposer mettre sur à 40 ans pour que moi faire. Donc ça, c'est des formules à utiliser en finance surtout et dans la finance personnelle, même tant que ce soit prend un produit d'assurance, il appelle pour. Exemple, si on dit, ah, moi, j'aime ta prendre un produit financier, mais à l'âge que je vais aller à la retraite pour que je dispose de tel montant. Donc, c'est la même formule qu'on va utiliser pour. On continue. Maintenant, on ne peut pas parler de valeur actuelle, valeur future, sans qu'on ne peut pas parler de la valeur actuelle nette et la rentabilité d'un projet d'investissement. C'est des bagages qu'on fait déjà dans des cours de maths financière. Et la valeur actuelle nette, c'est une méthode de utiliser pour faire quoi? Quel est le rôle de la valeur actualisée nette d'un projet? Quel est le rôle? Hein? Quel est le rôle de la valeur actualisée nette? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une babli, vous êtes en deuxième année, c'est sûr qu'on a fait quoi là ou bien nous faisons deuxième année? Quel est le rôle de la valeur actualisée nette d'un projet? Où est-ce qu'on a fait là? Quel est le rôle de la valeur actualisée nette, la vanne? Quel est son rôle? Pourquoi on utilise la valeur actualisée nette? Quel est son rôle? Ne pas rappeler. La valeur actualisée nette, c'est un outil utilisé pour tester le niveau de rentabilité d'un projet. Projet d'investissement, bien sûr. Pour regarder est-ce que le projet est rentable ou non. Est-ce que c'est important d'investir dans ce projet? Donc, pour qu'on ait ça, il faut faire appel à la valeur actualisée nette pour mesurer la solvabilité du projet en question. Donc, on ne peut pas parler d'investissement dans une économie sans la valeur actualisée nette. OK? On dit que la valeur actualisée nette est la somme actualisée des flux monétaires générés par un projet, moins l'investissement initial. Ça veut dire, si on va investir 100 millions de gouttes dans un projet, qui ça 100 millions ça a généré au cours de période donnée, pour regarder est-ce que projet ça permet que moi, non seulement rentrer comme tu investir, mais tout dégager un profit. C'est rôle valeur actualisée de classe. Toute décision d'investissement, donc, supposé passer par là pour tester la rentabilité du projet. Par exemple, ici, tant que le signe fait valeur actuelle, nous capitaliser, ça capitalisation peut être que moi, est-ce que le projet est rentable ou pas, mais ça peut mettre que moi, dans le temps, combien que la permettre que me gagner. Donc, on va dire si ça arrive que la rentable en tenant compte de l'inflation, de tout et tout. OK? Mais la vanne nous permet de voir ça, est-ce que le projet est rentable par rapport au coût, par rapport au tout. Dans ce cas ici, elle est utilisée en macroéconomie. Pourquoi?
pour évaluer des projets d'infrastructure publique. Par exemple, l'État va faire des investissements, il va regarder est-ce que ce projet sera rentable, notamment socialement, en termes d'impact social. Est-ce que le projet aura des impacts significatifs? OK? Est-ce que ça permet aussi de comparer différentes politiques publiques? Par exemple, c'est arrivé que l'État ait plusieurs choix pour prendre des décisions au niveau du Nord-Ouest. Mais comme il y a plusieurs décisions, l'État est capable d'analyser chaque décision pour regarder quel est le projet le plus rentable. Socialement surtout, parce qu'on est dans l'État. L'État, c'est l'impact social qui est beaucoup plus important. OK? Dans ce cas, il faut analyser chaque projet en calculant la vanne pour chaque projet pour regarder quel est le projet le plus rentable, le plus intéressant. Et la vanne aussi permet de tester les effets à long terme des projets d'une politique publique. Donc, par exemple, on peut regarder qui est fait vraiment projet à long terme. Donc, dans ce cas, pour déterminer la vanne est égale à quoi? C'est la sommation des flux, sommation des flux allant de 1 à n, okay? Ce qui c'est des flux, c'est ça le coût total du projet au cours de la période bien déterminée, et puis facteur, et sur 1 plus k exposant t moins 1. Le K ici symbolise ce qu'on appelle le taux de rendement du projet, encore le taux d'intérêt en question. OK? Moins I. Le grand I ici, c'est ce qu'on appelle l'investissement initial. C'est bon? Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est bon. Donc, ça, c'est la vanne. Une fois que faire un exercice, on a comprendre parce que les gens peut-être qui on tient loin dans la financière. OK. Maintenant, on ne peut pas parler d'investissement, on ne peut pas parler de c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Ce qu'on appelle le tri. Ce que vous avez fait avec le professeur Jonas, je crois, en maths financière. OK? Bah oui. Je mens ou je mens pas? Ah, OK. Bah, regardez, pas que tu as fait ça, OK, m'a privé là. Le tri. Est-ce que je mens ou je mens pas? Le tri lui-même, c'est quoi? Le tri, c'est presque le même voilà que j'ai, presque même voilà avec un van, mais cependant, le tri est beaucoup plus allé en plus en profondeur par rapport à un van. C'est que le tri, c'est ce qu'on appelle le taux de rendement interne. En finance et en économie, est défini de manière rigoureuse comme le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette. OK? C'est le taux qui annule la vanne, ce sont dit. Donc, dans ce cas, le tri permet d'annuler la vanne. Donc, si on détermine le tri, il faut poser que la vanne est égale à 0 pour trouver le tri. Le tri sert à décider si un projet ou un investissement est économiquement rentable, indépendamment de la taille du projet et le comparant à un seuil de rentabilité. Donc, ça nous permet de voir, de comparer le coût qu'on appelle le tri, également le seuil de rentabilité. Il permet de classer les projets selon les performances financières et sociales. Donc, là, ici, si on a plusieurs projets d'investissement, par exemple, l'État décide de faire route dans le nord-ouest, l'État a l'autre projet pour faire l'école, et dans le nord-ouest, il gagne l'autre politique pour que il mette l'hôpital. L'État a l'autre politique tout pour le faire aéroport. Est-ce que tu comprends? Avec port. Quand il y a plusieurs projets en présence. Donc, l'État est supposé faire choix de un projet parce que de toute façon, l'État va gasser moyen pour investir dans tout projet ça en même temps. Dans ce cas-ci, on peut regarder qui projet, qui meilleur projet. Et dans ce cas, on peut utiliser le tri pour faire choix de projet qui est plus rentable, qui est plus performant. Et on fait choix de projet côté que tri a plus élevé. Et si vous regardez ici,
Donc, tri à prix élevé. Donc, à niveau que le tri est élevé, c'est à niveau que le projet est beaucoup plus rentable. Donc, on va faire, il y a un projet A, un projet B, un projet C, etc. Donc, on va calculer le tri pour chaque projet. Ça, et quand on veut tri à prix élevé, c'est le meilleur projet. Ça, tout ça, tu vas conseiller à l'État d'investir de préférence dans les infrastructures scolaires, parce que l'infrastructure scolaire, en ce moment, aura un impact beaucoup plus significatif économiquement et socialement sur la vie des personnes de port de paix, ou encore les port de Péziens, les port de Péziennes, en quelque sorte. Donc, c'est ça en termes de choses. Et peut-être, ma foi, il y a des exercices sur pour nous capable de comprendre de façon concrète de que ça n'a pas. Donc, il est déjà 47, nous faisons pile par an, puis je vais commencer un peu tôt. Ça veut dire faire presque 2 heures de cours. Et je ne sais pas si vous avez des questions avant de vous laisser partir. Si vous avez des questions, dis-moi. Et en quelque sorte. Dis-moi. Ici, si vous calculez la vanne, ici, le tri, la formule que vous allez utiliser, c'est vanne égale à 0. Par exemple, si la vanne est égale à 0, tout ceci va être égal à 0. Tu vois? Tout ça est égal à 0. Dans ce cas, si tout ça est égal à 0, ils sont pas là comme K ou les K peut être tri. C'est bon? C'est comme ça qu'on fait. Donc, le tri, c'est le taux qui annule la vanne. Donc, on dit vanne égale à 0. Donc, si vanne égale à 0, donc c'est ft sur 1 plus k exposant t moins 1, le taux égale à 0. C'est bon? Et comme ça, vous allez trouver le k. Le k va être symbolisé le tri. On va faire ça dans un exercice bientôt. C'est bon, mes amis? Et puis, dans le prochain cours, on va parler de l'efficacité du capital. On va parler de l'efficacité, on va parler de taux de rendement anticipé, etc. Vous allez voir un petit peu avec moi, mathématiquement, comment on parle de l'efficacité marginale du capital. Et puis, je vais regarder quel est le rôle de l'efficacité dans la fonction keynésienne, qu'est-ce que Keynes dit. Et puis après, on va parler aussi de effet accélérateur, effet multiplicateur de Keynes en économie ouverte, économie fermée, etc., pour regarder l'impact de l'investissement sur l'économie globale et en quelque sorte. C'est bon? Pas de questions? Pas de questions? Est-ce que c'est correct pour vous, mes amis? C'est correct? Ok, il n'y a pas de questions. Mes amis, si vous ne comprenez pas, il faut poser toujours des questions.